Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'OM au café. On est là, on est à Marseille, on est bien, on est en studio avec vous ce matin pour vivre un nouvel épisode de cet OM au café. On va, je pense, si vous le voulez bien, commencer par se concentrer sur ce match de Benfica qui arrive là jeudi dans 2 jours. Merci à Baby Shaq pour son 27e mois d'abonnement avec Prime. Je vous rappelle, vous pouvez lier vos comptes pour nous suivre, nous follower. Et puis nous soutenir via un Prime, un abonnement Prime qui ne vous coûte rien. Si vous êtes déjà abonné à Prime, ça fait partie déjà de ce que vous payez, de votre abonnement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire comme Baby Shaq et comme Zouti. Merci à toi Zouti. Salut Batosai, salut à tous, salut Naïm, salut les fidèles qui sont là, Moinou, Polichette, voilà, ils sont tous là, tout le monde est là. Et même les gars qui ont parlé un peu plus tôt dans le chat, Steph OM, etc. On va laisser le temps aussi d'arriver voilà, ce matin avec nous, évidemment. Ça va, merci Charlie. J'espère que vous avez vu le talk hier soir. N'hésitez pas à vous faire le replay, c'était une bonne émission avec Jeff Perez, avec Maxence Vol, Romain Canutier, moi-même. On a essayé de défricher toute l'actualité de l'Olympique de Marseille. Et elle est compliquée, c'est vrai, ces derniers temps, avec les défaites qui s'enchaînent et la Ligue des Champions à laquelle on a dû dire adieu après cette défaite à Lille, alors qu'on aurait pu revenir à 4 points du LOSC. On est maintenant à 10 points. Merci pour ton commentaire, Icario. Très bon talk. Merci, on a essayé. En tout cas, sympa ce talk. Écoute, cool. On remettra ça vendredi. Voilà, je serai encore avec vous en compagnie de Slim notamment. Voilà. Vrai plaisir d'avoir Jeff Perez hier. Pérez d'ailleurs, pas Pérez. J'ai lu son livre qui est vraiment top. Oui, effectivement, qu'aucun ne sort. C'est même un ouvrage, j'ai envie de dire. L'histoire illustrée de l'Olympique de Marseille, c'est vraiment très très bien fait. Et ça nous fait découvrir, même à nous qui sommes des fidèles absolus de l'OM, ça fait découvrir des périodes de l'histoire qu'on connaît un peu moins. Voilà, notamment les années 50, 60. C'est vraiment très très bien fait et bien raconté. Du début, du commencement de l'Olympique de Marseille jusqu'aux années 2018-2019, je ne sais plus quand est-ce qu'était sorti le livre, mais c'est vraiment bien. On espère Saona que le talk show de vendredi se fera avec le sourire. Effectivement. Charlie qui me dit ça semble sentir pas trop mal pour Chancel et Murillo dans le groupe jeudi. On va faire un petit point. Ah oui, il a l'air de connaître le sujet. Effectivement, Moineau, moi j'aime le dire, Jeff Perez, qui est chef des sports d'Europe 1, pour moi c'est un historien de l'OM. C'est-à-dire qu'il y en a très peu de vivants, entre guillemets, des gars qui connaissent l'OM sur le bout des doigts des premières années jusqu'à aujourd'hui. Il en fait partie, donc et en plus c'est une légende de la radio, Jeff Perez. Voilà, donc effectivement. Donc le groupe. Alors le groupe, il va être un peu restreint pour aller du côté de Lisbonne. Déjà derrière, je finirai par Murillo et Mbemba, mais bonjour Romain, tu penses que l'on doit donner une autre chance à Longoria? Oula, Nad, j'en ai parlé longuement, c'était le sujet de l'émission d'hier. N'hésite pas à te la refaire, j'en ai fait 20 minutes, donc on va peut-être pas refaire le même débat. Le déplacement des supporters à Lisbonne est-il maintenu? Pour l'instant oui, après ça reste un sujet un peu touchy ces dernières heures, évidemment, puisqu'on sait que le déplacement des Portugais pour l'instant est aussi maintenu, mais il est très 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 proche d'être annulé. Donc l'OM et le Benfica ont fait un communiqué, ils travaillent dans le sens où les 2 clubs pourraient avoir leurs supporters à l'extérieur, ce qui va aussi dans le sens du foot, mais on le sait aussi, avec les incidents qu'il y a souvent lors des déplacements européens, que ce soit quand l'OM reçoit ou quand l'OM se déplace, ou quand Benfica reçoit ou quand Benfica se déplace, ça peut être compliqué de vivre ce déplacement. On verra, on va voir ce qui sera décidé dans les prochaines heures. Oui, donc le groupe avec donc Lopez, Blanco dans les cages. Il y aura derrière un choix très limité, très restreint, puisque Merlin, Gigot, Balerdi seront disponibles. On verra pour les 2 autres, j'en parlerai à la fin, Murillo et Mbemba. Au milieu de terrain, il y aura Kondogbia, Rongier, Unai. Kondogbia, Vertu, Unai, pardon. Pas Rongier, bien sûr. Qui seront disponibles. Et c'est tout. Avec Harit aussi. Luis Enrique qui sera dans le groupe. Mumbagna, Aubameyang, Ndiaye et Correa. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'en oublie peut-être un, mais je crois pas.
Donc voilà, on n'a que ces joueurs-là de dispo en fait. Donc ça va être compliqué, mais non, je vous donne le groupe, je vous donne pas le 11, hein, je précise l'Opsi. Hein. Donc voilà. Qui mettre ce soir on devrait jouer la Champions League en étant favori. On fait quoi là? En étant favori? Ah non, Latino, non. Ça arrivé qu'une seule fois et encore on n'était pas vraiment favori, mais la seule fois où on a été des vrais conquérants en Ligue des Champions, c'est 1990 et 1991. Sinon, on a toujours été des outsiders absolus. Même en 93, on était des outsiders. Ça fait longtemps que Murillo est blessé. Ne penses-tu pas que c'est pas lui rendre service de le faire jouer? Ah non, mais clairement, Michael Love, Murillo, on y vient justement. Murillo, normalement, ne jouera pas. Voilà, déjà, Murillo, à Benfica, il ne jouera pas. Le truc qui se dit, c'est qu'il pourrait quand même faire le déplacement. Parce que là, on va se retrouver, j'ai fait le point sur le groupe, on est 14. 13, 14, 15 peut-être, avec Blanco. Donc si on a Murillo sur le banc, en solution de repli, au cas où il faille vraiment faire quelque chose. Merci pour ton abonnement, l'Aveyron OM. Donc je vais répondre aussi à ta question. Tiens, je bloque le chat comme ça. Je sais qu'il faut que je réponde à ta question. Donc voilà, Murillo, il sera peut-être du voyage. Il sera peut-être sur le banc, mais on l'utilisera vraiment que si on en ressent vraiment le besoin, quoi. Donc, de très grandes chances de voir Luis Enrique et Unai sur le terrain. Je pense pas qu'on verra les deux ensemble au coup d'envoi. Voilà, ça c'est mon pronostic. Maintenant, c'est une possibilité quand même. Mais à mon avis, il y aura Ndiaye, Aubameyang, Harit, Vertu, Kondogbia, les trois défenseurs, Merlin, Gigot et Balerdi. Et à mon avis, justement, les deux dernières places, il y en aura une pour Mbemba, donc qui jouera certainement arrière droit. Et la dernière, moi j'aurais préféré qu'elle soit pour Mumbagna. Je pense qu'elle sera pour Luis Enrique ou Unai, effectivement. Mais moi j'aurais préféré que ce soit pour Mumbagna et qu'on n'ait pas de regrets, comme on l'expliquait avec Max hier sur le plateau du talk. Mais voilà, il faudra peut-être faire jouer soit Luis Enrique, soit Unai du côté de Lisbonne. Pourquoi Mbemba? Parce qu'Mbemba il reprend l'entraînement aujourd'hui, donc collectif, donc avec le groupe. Il va se tester, il va être testé aussi physiquement dans les duels, à l'impact, avec le ballon aussi. Est-ce que quand il frappe dans le ballon, ça lui fait mal? Parce qu'une contusion au genou, on s'en sort bien qu'il ait eu que ça, mais ça fait quand même très mal. Donc on verra, mais à mon avis, connaissant le garçon, connaissant l'importance du match et tout ce qu'on a dit, il n'y a pas de cas où il n'est pas dans le groupe et il n'y a pas de cas, à mon avis, où il n'est pas titulaire jeudi. Il ne s'est pas rompu un ligament, il ne s'est même pas en fait une entorse au ligament, c'est juste une contusion, mais une contusion très douloureuse évidemment, car mal placée. Ça l'a obligé à sortir, vous l'avez vu dans quelles conditions contre Paris, donc il n'est pas remis à 100%. Malgré tout, un Mbemba qui joue avec une protection maximale, c'est toujours mieux que n'importe qui joue à 100%. Pas n'importe qui, mais en tout cas que ceux qu'on a là qui jouent à 100%. Donc on a fait le groupe, hein. Voilà, j'ai oublié personne. Hein. C'est un groupe très restreint, on l'a dit. Maintenant, on n'a pas cité Correa, mais c'est normal. Il y a les jeunes, c'est la question de l'Aveyron OM qui m'a posé cette question en s'abonnant pour un 12e mois d'abonnement d'ailleurs. Merci à toi. Les jeunes, c'est compliqué parce que les jeunes qui seront disponibles, c'est ceux qui sont présents sur la liste B. Et on n'en a pas beaucoup. Pourquoi on n'en a pas beaucoup? Parce que l'Olympique de Marseille, ces dernières années, restructure son centre de formation et a recruté beaucoup de très bons joueurs de 15, 16 ans, 14 ans, mais qui sont au club que depuis 1 an et demi. Et pour être sur la fameuse liste B, il faut être au club depuis 2 ans minimum révolus. Ce qui veut dire que des gars comme Sternal, Bacola, même ceux qui sont souvent appelés dans le groupe, Negoué par exemple, même s'il est plus jeune puisqu'il a 22 ans, mais ouais, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Les jeunes les plus proches d'être dans le groupe, les Mayoka, les joueurs comme ça. Il y a Soglo aussi qui sera dans le groupe, tiens, d'ailleurs, puisque lui il est sur la liste A, puisque Marcelino le comptait sur lui. Mais donc les jeunes,
Ouais, c'est une équipe de district, tu fais les fonds de tiroir pour être 14. C'est un peu ça, Steph, c'est un peu ça. On va être, à mon avis, on va faire le déplacement à 17-18 en intégrant Tunkadi, qui est un ailier, de la réserve, et qui lui est au club depuis plus de 2 ans au moment où ils ont établi la liste, puisqu'elle date de septembre dernier, la liste. Donc effectivement, il fallait que ça fasse 2 ans à ce moment-là. Et sur cette liste-là, il y a quoi? Il y a Caprice, qui est professionnel à l'OM, mais qui n'a pas percé comme on pouvait l'espérer, qui est un arrière-droit, qui à mon avis sera dans le groupe, je pense. Il y a, que je ne dise pas de bêtises, il y a Madi, qui lui ne joue pas trop ces derniers temps, je crois qu'il a eu une grave blessure en début de saison. Il y a Surtino, qui est en fin d'aventure à l'Olympique de Marseille, qui ne devrait pas être dans le groupe, c'est un milieu de terrain. Il y a Assad, qui est un milieu offensif, et Atunkadi. Et puis il y avait Nadir, mais Nadir est blessé. Donc voilà, à mon avis, il y aura que Tunkadi et peut-être Caprice dans le groupe. Donc on ira, à 16, 17, 18 joueurs. Ça dépendra aussi de. Ah, tiens, éperdu mon micro, il y a des choses qui arrivent. Je ne sais pas si je vais réussir à le remettre. On va essayer. Hop. Eh ben dis donc, même à Marseille, hein, ça arrive ces choses-là. Voilà. Qu'on me dise si on m'entend bien, je pense que oui. Faudra régler ce petit truc de micro quand même, hein, Loïc et les équipes techniques. On va le régler d'ici jeudi, évidemment, pour vous faire vivre ces 4 heures de direct avec Slimane Hayed notamment. On va se régaler. Il y aura une équipe de rêve, hein, la Dream Team, des matchs, puisqu'il y aura Idriss qui fera son retour, il y aura Slim, il y aura Romain Canuti. Je serai là aussi avec vous en plateau. Voilà, on va essayer de vivre ça au mieux et on sera aussi relayé évidemment par Loïc, par Benoît qui vont faire des apparitions. Voilà, on va vivre ça de la meilleure des façons possibles. Évidemment, j'ai dit la Dream Team, c'est pas le cas puisque notre patron à qui on pense est toujours en reprise, comme les joueurs, hein, c'est-à-dire qu'il est en réathlétisation, on va dire. Donc pour l'instant, il n'est pas prêt à reprendre la compétition. Espérons que ça ne dure peut-être pas autant longtemps que Rongier, 6 mois, 8 mois, mais ça va aller, et c'est vrai que la Dream Team, c'est avec Seb Volp, évidemment. Mais voilà, donc voilà. Des nouvelles, j'ai pas peur d'une déculottée jeudi, bien sûr que si, le psy. C'est tout l'enjeu du match. Je pense qu'il y a 2 scénarios possibles. On fait un très bon match et on revient avec quelque chose. Quand je dis quelque chose, ça peut être dans le scénario maximal une victoire, mais j'y crois pas. Un nul, pourquoi pas. Une défaite d'un but, voilà. Même de 2, on reste en vie. Et le scénario catastrophe, c'est on se prend ce que s'est pris Villarreal à Marseille, un 4-0, et là on reste pas en vie du tout, et on va vivre une très longue semaine jusqu'à jeudi d'après, puisqu'on joue pas en championnat dimanche, puisqu'on nous a reporté le match contre Nice pour nous permettre de préparer le match retour contre Benfica. Donc voilà où on en est. C'est une situation compliquée. Erio Tria qui me dit on en prend 3-4 faciles jeudi, c'est possible, mais si on en prend 3 et qu'on est capable d'en marquer 2, on reste en vie. C'est aussi pour ça qu'on militait pour une compo offensive hier sur le plateau du Tol, qu'on disait quitte à perdre, autant y aller avec des armes séduisantes et pas faire le même match qu'on a fait contre Villarreal ou même à Lille où on jouait en 4-3-3 là, avec Unai. Être un peu plus offensif, un peu plus audacieux, effectivement. C'est pas un grand Benfica. Mais nous aussi on est pourris, ça va se jouer au tir au but, me dit Alfredo. Si c'est le cas, ils ont un avantage important, c'est qu'ils ont un gardien qui est très bon sur les tirs au but, c'est Troubine. Donc j'espère que non. Salut Romain, au vu de la saison qui est finito, ne serait-il pas plus préjudiciable de lancer notre... Préjudiciable, c'est le mot que tu voulais dire? Judicieux peut-être, de lancer nos 3-4 jeunes à fort potentiel, Sternal, Bacola, Selami, Echo. Je connais pas. Non, je plaisante. C'est une compagnie, évidemment. Mais oui, c'est une option olympique de Massilia. Sauf que moi, je dis que cette génération-là, je préfère la voir gagner la Gambardella. Donc vraiment, ne pas la griller, ne pas prendre le risque d'en blesser un. Je veux vraiment qu'on aille la chercher, cette Coupe Gambardella, qui est une coupe magnifique, qu'on a gagnée qu'une seule fois dans notre histoire. C'était avec les Minots en 1979. Et franchement, si on arrivait à faire ça, ça validerait déjà beaucoup de choses au niveau de la politique de formation. Et pour moi, c'est très important dans cette saison noire qu'on arrive à faire ça. Donc je ne suis pas forcément chaud
Après, peut-être en faire rentrer un par-ci, un par-là, 20 minutes, 30 minutes, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais voilà. Romain, peut-être que Gasset a contacté le coach de Toulouse pour avoir quelques infos sur Benfica. Peut-être. Roy de Juan-les-Pins, peut-être. Oh, il y a des abonnements qui tombent, les amis. Vous allez me relancer un train de la hype à ce rythme-là. Merci beaucoup à Logisticom qui s'abonne avec Prime. À Pipa Beneviento qui s'abonne pour son 15e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Tiens, question de Seb Volp. À quoi ça sert de se prendre la tête avec ce match, sachant qu'on ne gagnera jamais Liverpool? Seb, t'as raison. T'as évidemment raison. À 99%, on est certain de ne pas passer ce demi-finale. Il y a 2 scénarios. Il y a déjà Liverpool, de son côté, qui peut aussi avoir un accident, que ce soit contre l'Atalanta ou contre nous. C'est des choses qui peuvent arriver dans le foot. On est d'accord. On joue 20 fois le match, il gagne 19 fois le match. Même chose pour l'Atalanta qui est sensiblement dans une saison assez proche de celle de l'OM, qui a déjà perdu 15 fois C'est 15 je crois, hein, je crois qu'on avait vu ça avec Loïc. 15 fois en Serie A. Voilà, donc... Mais, malgré tout, il y a beaucoup d'importance d'aller en demi-finale. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait si souvent dans notre grande histoire de l'Olympique de Marseille. Puisque l'histoire de l'OM, c'est beaucoup la Coupe d'Europe. C'est aussi évidemment les titres en Ligue 1 et les Coupes de France, mais les Coupes d'Europe, on n'a pas fait tant que ça des demi-finales, on a dû en faire 7, 8. Donc si on pouvait aller en demi-finale, ça serait déjà quelque chose de très bien, qui ne sauverait pas la saison, mais qui nous donnerait au moins un peu d'émotion positive. Et tu l'as dit toi-même, on en a discuté, c'est vrai que cette équipe ne nous a jamais rendu heureuse cette saison. Et puis tu as dit, ah mais non, il y a quand même contre Villarreal. Donc finalement, si on pouvait avoir un deuxième match où cette équipe-là nous rende heureux, je pense que ça serait bien. Après, oui, évidemment, le match de Benfica, si on gagne, oui, il y a Liverpool derrière. Bon, tu as raison, je ne peux pas aller contre ce que tu dis. Mais c'est vrai qu'il y a les recettes billetterie, il y a les qualifications, il y a quelques millions qu'on gratte en plus, effectivement. Merci Vanoux, voilà. C'est des petits objectifs, évidemment, par rapport à l'immense déception qu'on vit cette saison. On est d'accord, Seb. Non, mais c'est triste de viser la 2e place en championnat et une demi. Voilà à quoi on en est réduit. Oui, absolument, Seb. Après, je ne sais plus qui le disait, mais pas que sur notre plateau, on est malheureusement tombé dans la Ligue Europa la plus relevée de l'histoire. Il y a quand même dans cette compétition des clubs énormes. Il y a le Milan AC. Il y a Liverpool, il y a Leverkusen qui est l'équipe la plus séduisante actuellement en Europe, qui domine le championnat allemand loin devant le Bayern et qui, si elle était engagée en Ligue des Champions, serait très probablement encore en course et viserait le dernier carré sans problème. Donc c'est vrai qu'on tombe sur une compétition, il y a l'Atalanta qui est une équipe séduisante. Attention, l'Atalanta, ils peuvent faire un coup contre Liverpool, moi je ne l'exclus pas. Liverpool, ils sont engagés dans la course au titre. Il y a plein de raisons qui font que sur un match, Liverpool peut avoir un accident. Il y a des équipes vraiment très très séduisantes, Benfica, l'OM, voilà. Donc, et puis, le Duc de Mars nous dit, les exploits, ça existe. Bah ouais, là pour le coup, ça serait un exploit, ça serait l'exploit de peut-être un des 2 ou 3 plus grands exploits de l'histoire de toute l'histoire de l'OM. Mais, pourquoi pas. Le pire scénario, et ça... Dans cette saison qu'on traverse, et je pense qu'il y a l'AS Roma, West Ham aussi, merci Vanoux, effectivement, il n'y a que du gros, que du lourd. Le pire scénario, ça serait évidemment qu'on se fasse éliminer par le Benfica, mais que de l'autre côté, l'Atalanta batte Liverpool, élimine Liverpool. Là, ça serait un scénario terrible. Voilà, il y a Moinou qui dit « Seb, il m'a fumé le moral ». Non, mais... Moi, je vous le dis, tant qu'on reste en vie, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, tu sais pas, il peut se passer tout. Le match contre Liverpool, éventuellement, ça serait dans 3 semaines, je crois. C'est jamais, il peut y avoir des blessés chez eux, ils peuvent avoir des suspendus, il peut y avoir plein de choses. Donc, alors, je vais pas jouer à ton jeu, Michael Dromois, parce qu'il y a beaucoup plus que 5 personnes que je mettrai sur mon plateau de légende et j'ai pas envie de le faire. Mais toi, tu nous cites ton plateau de légende. Seb à la présentation, Babou et Maxence en consultant, avec Bernard Rodriguez et René. Alors oui, effectivement, je crois que là, tu as réuni une très belle tablée.
Mais voilà, si vous voulez jouer à son petit jeu, allez-y. Mais je voulais le citer parce que j'ai vu qu'il y avait Seb, qu'il y avait René, voilà, des personnes comme René. C'est vrai qu'on y pense souvent dans ces moments-là difficiles de l'OM. C'était quand même quelqu'un, René. Il joue quand en Gambardella? C'est très simple. C'est le week-end où on va à Reims. Et comment s'en rappeler? Parce que la demi-finale de Gambardella, c'est justement à Reims. Donc, et d'ailleurs, je trouve ça très sympa de la part du club de Reims, c'est que ils veulent faire une après-midi soirée match, en fait. Ce qu'ils sont en train d'essayer de voir. Alors, pour que ça fonctionne, et ça, on ne le souhaite pas, ça serait qu'on soit éliminé contre Benfica. Sinon, on ne pourra pas jouer ce week-end-là, puisque on jouerait le dimanche, et il n'y a pas de match le dimanche 5 mai en France, donc on ne jouera pas le dimanche. On pourrait peut-être jouer le lundi, enfin, j'en sais rien, je ne sais pas comment ils se débrouilleront, mais ils se débrouilleront. En attendant, donc, Reims voudrait, si l'OM est éliminé contre Benfica, jouer ce match le samedi, par exemple. Attendez. Oui, c'est ça, parce que l'OM jouerait contre Liverpool le jeudi d'avant. Voilà, exactement. Donc, il voudrait jouer le samedi, ou le dimanche, le samedi, oui, plutôt, pardon, puisque le dimanche, c'est pas possible, et faire le même jour, lever de rideau avec la Gambardella, et le soir, match. Donc, je trouverais ça super, ne serait-ce que pour les supporters de l'OM qui font le déplacement, pourraient supporter l'OM en demi-finale de la Coupe Gambardella, puis le match de Ligue 1. Je trouve l'initiative super. Donc voilà, mais bon, ça implique qu'on soit éliminé contre Benfica, donc on va pas le souhaiter. Mais disons que si ça arrivait, on souhaiterait vraiment que Reims aille au bout de cette démarche pour pouvoir vivre, ça. Voilà. Est-ce que la LFP va pas encore... Et ça va être difficile de décaler pour décaler. Hein. Est-ce que la LFP va pas encore décaler le match si on va en demi? Au bout d'un moment, ils vont pas pouvoir toujours décaler. Hein. Tu sais, Vanou, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Un grand ménage est annoncé l'année prochaine. Ton avis, Romain? Alors, GG, personne n'a annoncé un grand ménage. Déjà, c'est une tendance, c'est possible. Maintenant, il pourrait très bien y avoir une sorte de statu quo avec Longoria qui reste à la présidence, avec Benatia pour l'aider sur le sportif, Tessier qui reste dans ses activités qui sont plutôt bien gérées pour l'instant, et puis les joueurs où on aurait un effectif qui resterait plutôt stable, mais avec quelques mouvements sur les joueurs très décevants, pour les renforcer par des bons joueurs. Ça pourrait être aussi l'été de la stabilité, donc il peut y avoir beaucoup de choses, et puis de toute façon il va y avoir un entraîneur qui va arriver, voilà, donc niveau joueur tu parles, oui, bah niveau joueur c'est pas évident non plus que tout le monde parte, hein. Je le disais, t'as un peu construit ton équipe déjà, hein. Tes latéraux, t'as Merlin et Garcia à gauche qui est une doublure, à droite il faudra certainement remplacer Klos, mais t'as aussi Murillo qui est une doublure, derrière t'as fait Meite, t'as Mbemba qui reste encore une année de contrat qui devrait pouvoir la faire, t'as Gigot, t'as Balerdi qui, s'il n'y a pas d'offre monumentale, a encore 2 ans de contrat. Donc t'as ta défense. Si tu en as un qui part, t'en feras en venir un, effectivement. Au milieu, t'as déjà Vertou, Rongier, Kondogbia, qui sont sous contrat et qui, à mon avis, sont pas des mauvais joueurs. Donc je pense pas que ça bougera. Tu peux recruter un mec à la place d'Ounahi, par exemple, pour renforcer encore ton milieu, etc. etc. Donc, Moineau qui me dit 2 ans Mbemba, je crois pas. Je crois pas. Mais après, c'est possible, mais je crois pas. Et puis après, voilà, devant... Est-ce qu'ils vont choisir de continuer à miser sur Aubameyang, je pense, encore une année peut-être, à moins qu'il y ait des offres folles qui arrivent d'Arabie Saoudite, ce qui est possible. Et puis, voilà, après, tu as Sarr, tu as Ndiaye, tu as Harit. Tu en gardes 1, 2, 3. Je pense pas 3, mais il n'y aura pas des mouvements de fou. Mais je pense que l'attaque va être reconstruite. Et donc, le grand coup de balai, je ne suis pas persuadé. Par contre, que comme dans tous les clubs, il y ait 7 départs, 7 arrivées, moi, ça ne me paraît pas choquant. Je trouve ça bien. Donc oui, c'est possible. C'est offensivement qu'il va falloir faire les bons choix. Effectivement, le Duc de Mars, tu as raison. À quoi bon s'arracher contre Benfica si c'est pour se faire sortir en demi, nous dit Pedro, qui partage un petit peu le sentiment de Seb qui l'évoquait tout à l'heure dans le chat. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Mais alors, à quoi bon jouer la Ligue 1 si c'est pour pas la gagner, puisqu'il y a Paris, donc on la gagnera quasiment jamais. Oui, on va me dire, oui, Monaco l'a fait, Lille l'a fait. C'est vrai, en 10 ans, il y a eu deux clubs qui ont réussi à le faire. Monaco sur une construction sportive absolument merveilleuse de Campos, qui a construit un effectif
de très haut niveau, bien meilleur que celui du PSG, qui était déjà très fort. Ils vont en demi de Ligue des Champions aussi cette année-là, je crois. Et t'as Lille qui le fait sur une année où le PSG se trouve complètement. Voilà. Donc Montpellier l'a fait aussi, oui, mais c'est la première année du Qatar où Montpellier le fait. Les stars du PSG n'étaient pas là. C'était le PSG de Pastore, qui était une belle équipe, mais qui n'était pas encore à ce niveau-là. Mais Montpellier l'a fait, en passant devant l'OM, en passant devant Lyon, en passant devant toutes les grosses équipes. Donc oui, ils l'ont fait. Mais pour moi, ça ne rentre pas dans la même catégorie. Il y a Logistique qui nous donne sa liste des départs. Lopez. Ah oui, il faudra parler du gardien. C'est vrai que est-ce qu'on change de gardien? Ça me paraît très judicieux. Lopez, Balerdi, Gigot. Alors Gigot partira pas. Je ne sais pas où tu l'as vu, Logistique, mais bon, ça c'est ta liste à toi, remarque. Toi, tu voudrais faire partir Lopez, Balerdi, Gigot, Klos, où tu penses qu'ils vont partir. Gay, Onana, Unai, Enrique, Correa. Oui, bon, alors, je vais prendre ta liste et on va la jouer fictivement. Juste, je lève Gigot parce que je pense que Gigot, il est dans les plans pour la suite, qui reste dans nos 4 défenseurs centraux, 4 ou 5 selon le schéma qu'on va utiliser, mais je ne pense pas que Gigot partira. Je sais que certains vont être déçus, vont peut-être m'insulter dans le chat parce que je dis ça, mais je vous donne une tendance. Moi, à mon avis, Gigot, l'année prochaine, il est là. Lopez, c'est possible, effectivement. Malgré tout, si j'enlève Gigot de ta liste, je compte, ça fait 8 joueurs. 8 joueurs, si tu lèves ces 8 joueurs et que tu en fais venir 8 autres, bah écoute, pour moi, c'est pas un grand ménage. Donc je suis pas d'accord pour dire que c'est un grand ménage. Voilà. Mais quand je vous dis Gigot va rester, à mon avis, je suis pas en train de vous dire que Gigot est un phénomène, etc. Je vous dis juste que selon moi, dans les plans, Samuel Gigot n'est pas partant. Voilà. Gigot remplaçant, pourquoi pas, nous dit oui, je suis d'accord, voilà, ça, à mon avis, c'est la tendance. Balerdi, c'est la seule belle vente. Je pense aussi, Nono, que vu la saison que font nos NDI, nos joueurs comme ça, il n'y en a pas qui vont recevoir des offres à 40 millions. Le seul qui peut, à mon avis, et qui mérite de recevoir une offre dans ces hauteurs-là, c'est Balerdi. Je pense que si l'OM fait bien son travail, Balerdi cet été, soit il prolonge son contrat, soit il reste pour faire encore une saison, mais on perd beaucoup en valeur puisqu'il n'aura plus qu'un an de contrat après, soit il part. Mais là, quand il part, ça doit être la plus grosse vente de l'histoire du club. Voilà, je le dis clairement, vu les prix qui montent, vu tout ça. Batshuayi était parti à 40 millions. Je ne vois pas pourquoi Balerdi partirait pas à plus, vu la saison qu'il fait, vu la marge de progression, vu les énormes progrès qu'il fait, et vu ce qu'il apporte dans les matchs. Voilà, pour moi, qu'est-ce que tu dis, OM Sam Saoul? Dans quel club on a vu 8 joueurs partir? Dans tous les clubs. Dans tous les clubs, tous les étés. Tous les étés, tu as 8 joueurs qui partent dans tous les clubs. On peut le faire, si tu veux. Au hasard, Monaco, l'été dernier, il y a facilement 8 départs. Deschamps voulait un mouvement de 30% de l'effectif. Il faut vendre ce qui est vendable et corriger les erreurs, donc il ne reste pas grand-chose, me dit Rémi Jack. Ouais, tout à fait. Moi, je pense, voilà. Après, dans les 8 joueurs que tu m'as cités, il y a des joueurs dont on sait qu'ils ne sont pas prévus pour l'année prochaine. Correa ne sera pas là. Onana est en fin de prêt et il ne sera pas conservé. Voilà, donc déjà... Puis toi, tu m'as rajouté Lopez. Peut-être que dans les plans, Lopez, il part pas. Enfin, tu vois, donc... on ne sait pas. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une offre un peu hors marché pour un Ismail Assar, par exemple. Ça, on n'est pas à l'abri qu'il y ait l'Arabie Saoudite, justement. Parce que je le dis souvent, et on a beaucoup de joueurs qui sont Arabie Saoudite compatibles dans ce que l'Arabie Saoudite cherche comme joueur. L'Arabie Saoudite, déjà, si tu regardes bien, leur cible principale actuellement, c'est Mo Salah. C'est pas un hasard. Il y a des motifs religieux, il y a des motifs sportifs. Ils vont chercher des joueurs pour qui ça parle. Et c'est vrai que les internationaux africains, les Sénégalais notamment, les deux des meilleurs joueurs sénégalais de ces 10 dernières années, sont 3 même, avec Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy et Sadio Mané sont en Arabie Saoudite. Donc, cette logique-là veut aussi que Ismail Assar, qui est un cadre de la sélection sénégalaise, intéresse l'Arabie Saoudite. Je vous le dis depuis des semaines et des mois. Unai, je vous l'avais dit aussi il y a quelques mois, ça a été confirmé par l'équipe, a eu une approche monumentale de l'Arabie Saoudite
monumentale peut-être pas, mais une grosse approche en tout cas de l'Arabie Saoudite l'été dernier. Il n'y est pas allé, mais ça ne dit pas qu'il ne va pas y retourner, enfin qu'il ne va pas être recontacté, parce qu'avec le Maroc, il est toujours effectivement performant. Donc Unai aussi pourrait y aller. Donc on ne sait pas encore de quoi sera fait le mercato d'été, parce qu'on ne sait pas les offres qu'on va recevoir. Si je vous dis, si on reçoit des offres hors marché, par exemple pour Chancel Mbemba, à 1 an de la fin de son contrat, ça ne sera pas la même que cet été où c'était déjà arrivé, parce que Chancel aussi a ce potentiel-là d'intéresser l'Arabie Saoudite comme le meilleur défenseur de la CAN. Il y a plein de motifs, même si lui n'est pas, je crois, musulman, mais ils ne prennent pas que des musulmans, donc, puisqu'on voit il y a beaucoup de Portugais qui vont là-bas, Cristiano Ronaldo et autres. Donc il y a plein de petites raisons qui me font penser que, comme Renan Lodi était parti en Arabie Saoudite, d'autres joueurs, l'OM a ouvert une porte avec Renan Lodi. Je pense que le rôle de Mehdi Benassia, il n'est pas pour rien dans ces ouvertures de porte-là, même si je n'ai pas la certitude que ça soit un coup de Benassia, mais voilà. Non, je crois pas, François. Moi, c'est pas très important. On parle de foot, mais et une petite prolongation pour Chancel, me dit Dimitrez. Ouais, ça serait pas mal. Après, Mbemba, c'est un joueur qui est arrivé libre, donc il peut aussi, dans la même logique, se dire je dois pas grand-chose au club puisque je suis arrivé libre, je peux partir libre. C'est quelque chose de possible aussi. Tiens, l'arbitre est tombé. Je ne sais pas si vous avez vu. Au tour d'avant, on a retrouvé l'arbitre qui nous avait qui nous avait beaucoup carré quand même au match aller face au Panathinaikos, avec un rouge imaginaire pour Kondogbia notamment, avec une faute inexistante à la première seconde sanctionnée d'un carton jaune. Bon. Et beaucoup de coups de sifflet très très bizarres. Du côté du Pana, on avait retrouvé Monsieur Kovac à Villarreal, qui n'avait pas fait de dinguerie. Mais là, on récupère du coup l'arbitre du match retour contre le Pana. Cette saison est quand même... Il y a quand même des dingueries cette saison. Donc on récupère Monsieur Oliver, Michael Oliver, qui est un arbitre de première ligue, qui est un bon arbitre, mais qui à l'aller avait fait un peu parler de lui, notamment pour cette faute oubliée sur Guendouzi dans la surface. Quelques coups de sifflet un peu aussi. Donc voilà, Monsieur Oliver sera l'arbitre du match aller à Benfica. Ils font exprès de nous faire ça, me dit Lopsy. Non, ils font pas exprès. Ouais, t'as raison, Utah. Je dis un bon arbitre, c'est vrai qu'il fait beaucoup parler de lui, Monsieur Oliver. T'as raison. Je regarde la première ligue, oui, un petit peu. C'est pas le championnat que je préfère, hein. Honnêtement. La première ligue, c'est pas trop ma tasse de thé, mais oui, bien sûr, je connais Monsieur Oliver. Quand je dis bon arbitre, c'est que c'est un arbitre UEFA, un arbitre réputé, et qu'il est anglais, donc ça. Voilà. Mais effectivement, c'est pas forcément l'arbitre le plus doué de sa génération. C'est comme si l'UEFA avait décidé de mettre Aytekin, arbitre de Barça PSG. C'est pas exactement pareil, là je crois que c'était allé beaucoup plus loin, mais oui, ça ressemble à ça. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'arrive pas à me projeter réellement sur la saison prochaine. C'est vrai, Rémi, que le mois de juin va être peut-être beaucoup plus animé qu'il ne l'a été ces dernières saisons. C'est quoi mon championnat préféré? Moi, je suis plus Liga, personnellement. J'aime bien regarder la Liga. Mais bon, après, en vrai, c'est la Ligue 1 que je regarde le plus. Voilà. Ndiaye ou Luis Enrique titulaire selon toi? Ah bah, si j'ai le choix, plutôt Ndiaye. Mais je pense qu'il devrait... À mon avis, il y aura les deux. Alrive, à mon avis, je donne juste mon avis, je suis pas, j'en sais rien, c'est pas ce que je souhaite, mais je pense qu'il y aura 4 défenseurs avec Mbemba arrière droit, je pense qu'il y aura Kondogbia Vertu et qu'il y aura, en fait, je pense qu'il va essayer de mettre la même chose en place qu'il avait fait contre Villarreal, avec Klose et Sarr en moins, évidemment, et ça change tout, mais je pense que Gigot va remplacer numériquement Klose et que c'est Mbemba qui va se décaler côté droit. Et je pense qu'Enrique va remplacer poste pour poste Sarr. Bon, ouais. Donc, à mon avis, il y aura les deux. Vertu, il ne signerait pas en première ligue. C'est pas impossible, mais comme il nous l'a confié en exclusivité au micro du Phocéen, Vertu, il a une prolongation automatique qui s'enclenchera normalement la saison prochaine pendant son année de contrat.
Retrouver son interview d'ailleurs sur le Phocéen pour avoir tous les détails. Mais Vertou n'est pas en fin de contrat dans 1 an. Vertou, c'est plutôt dans 2 ans. Donc voilà. Même si je le regarde pas, je pense que c'est ça où ça joue le mieux, c'est le championnat allemand. Ouais, alors le Duc de Mars, ça dépend. Il y a quand même des trucs dans le championnat allemand. Moi, tu vois, Serhou Guirassy qui met une vingtaine de buts. Serhou Guirassy en Ligue 1, il avait beaucoup de mal à Rennes. Avec Amiens, c'était mieux. On n'avait jamais vu un serial buteur en Ligue 1. Donc, beaucoup de joueurs qui vont là-bas, des Anthony Modeste, des mecs comme ça, arrivent à mettre des 20 buts. Bon, pour moi, c'est quand même un championnat qui est un peu porte ouverte pour les attaquants. Voilà. Pourquoi un arbitre anglais pour cette rencontre? Alors, il fallait mettre un arbitre français pour Liverpool-Atalanta. Ah, la différence, c'est que je ne pense pas que Liverpool prie et allume des cierges pour l'élimination de l'OM. Alors que nous, il faut peut-être le faire pour que l'Atalanta sorte Liverpool. Donc, pour moi, il n'y a pas de cas alligator. Mais Moumbani en Allemagne, il fait un carnage là-bas. Je suis totalement d'accord avec Bika. Totalement. Je ne rajoute pas un mot. Et ça serait bien pour Vitinha. Mais oui, mais en vrai, tu veux relancer un attaquant, tu le prêtes en Allemagne. Moi, j'en suis persuadé. Monsieur Oliver qui nous arbitre de nouveau, c'est juste hallucinant. Bah oui, c'est après... bon. Moi, ce que je trouve fou, c'est que sur nos 2 derniers matchs de Coupe d'Europe, on retrouve les 2 arbitres des matchs contre le Pana, quoi. Mais... Et oui, exact, Marc. Regarde Kolo Muani au PSG, 90 bars. Après sa saison en Allemagne, il est nul. Alors, pour moi, il n'est pas nul. Juste mon avis personnel. Pour moi, Kolo Muani, c'est un bon attaquant. Mais pas forcément d'axe. Mais que ce soit dans un duo d'attaque ou même sur un côté, je trouve qu'il est intéressant. Moi, je le trouve vraiment pas nul. Voilà. C'est juste mon avis perso sur le joueur. C'est un joueur qui a pour moi des grosses qualités et qui est un peu sous-coté, qui n'a pas beaucoup joué aussi avec son coach actuel. Donc moi je trouve que c'est pas un mauvais joueur, Kolo Muani. Alors c'est pas un phénomène, etc. Ça vaut pas 90 millions, on est d'accord. C'est pas nul. Pour moi c'est vraiment pas nul. Faudrait pas comparer la Ligue 1 et la Bundesliga, s'il vous plaît. Écoute, OM Samsaoul, moi je te dis juste, pour un attaquant, c'est plus facile de marquer en Bundesliga. Et c'est confirmé. C'est confirmé par tous les cas. Il n'y a pas de cas où Sébastien Haller en Ligue 1, c'était pas bon. Et en Allemagne, c'est devenu presque un demi-dieu. Donc, non, moi je suis désolé, pour les attaques, c'est plus facile en Allemagne. Mais le jeu est beaucoup plus séduisant. Évidemment, le championnat est plus fort. Mais moi, je pense que c'est plus difficile de marquer des buts en Ligue 1 qu'en Allemagne. Quelle est votre finale idéale? Non, mais je vais pas me projeter sur la finale, les gars. Déjà, peu importe qui, si on arrive en finale, on prend. Parce qu'en plus, de l'autre côté, il y a 4 belles équipes. Donc, voilà, on l'a dit, hein, Milan, West Ham, c'est quoi les autres équipes? Je sais même plus. Là, de tête comme ça, mais les 4 sont très bonnes. Donc, non, je ne saurais pas dire. Parce que le jeu est plus offensif, c'est normal, ça va de l'avant. Oui, il y a cette explication ou celle de Steph OM qui me dit les défenses de Ligue 1 sont très bonnes. Je pense qu'il y a un peu des deux. Mbappé en Allemagne, c'est encore plus de buts? Oui, probablement. Comment tu décrirais la Ligue 1? Non, la Ligue 1, c'est un jeu très physique où les ailiers ont peut-être plus de possibilités de marquer. Tu vois, cette saison, par exemple, je vois Monaco. Je trouve que des gars comme Minamino, comme Akliouche, ça marque beaucoup de buts. Normalement, en Ligue 1, les ailiers, ça a du potentiel pour marquer des buts. Bon, pas chez nous. Nous, c'est vraiment Aubameyang à 100%. Mais normalement, dans la plupart des clubs, ça doit être capable. Physique et tactique, ouais, c'est un peu ça, Rémi Jack. Surtout physique, en fait. Ok, les amis, bon, ben, de toute façon, on va se projeter, on va avancer du mieux qu'on peut vers ce match qui, personnellement, m'intéresse beaucoup jeudi. Parce que, voilà, même faire une demi-finale de Coupe d'Europe, c'est pas donné à tout le monde. Les clubs français en font très rarement. Donc, si on peut déjà aller en demi-finale... tiens, Harit avec Schalke, c'est 12 buts. Ça, c'est une stat qui va mettre tout le monde d'accord. Logistique, ouais, merci pour cette stat. Voilà. Quelle serait ma défense? Allez, on va finir. Quelle serait ma défense face à Benfica? Je vous l'ai donné.
Je vous l'ai déjà donné, Charlie, avec Merlin à gauche, Mbemba à droite, Gigot et Balerdi derrière. Pour moi, c'est une défense à 4 qu'il faudrait faire, mais je sais qu'il y a la tendance de défense à 5 qui revient. Le truc, c'est si on fait ça, effectivement, il y a Rémy Dia qui dit est-ce le même Harit ? Je trouve qu'il est encore meilleur à l'OM qu'il l'était à Schalke, dans le jeu en tout cas. C'est vrai que face au but, c'est un peu différent, mais je trouve vraiment, pour avoir vu des matchs à l'époque de Schalke, parce que j'en avais vu, Harit était un peu moins important et influent dans le jeu. Alors peut-être que c'est du coup ça. Face au but, il y a des choses qui se passent pas bien dans sa tête, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est très frustrant et même pour lui, là, ça va devenir compliqué ça va devenir compliqué. Voilà, s'il n'arrive pas à être un peu plus efficace. Malgré tout, ses stats de passes décisives sont plutôt intéressantes cette saison, malgré tout. Un passage à 5, mais oui, c'est possible. Le truc, c'est que je finis sur ça, et après je vous dirai à demain. Demain, ce ne sera pas moi, hein, mais je crois que vous retrouverez Slim. Défense à 5, c'est bien. Tu peux faire Gigot, Mbemba, Balerdi. Défense de Tudor, solide. Une défense qu'on a déjà vu aligner plusieurs fois la saison dernière. Déjà cette saison aussi. Aucun problème pour moi, effectivement. Merlin qui retrouve son côté gauche, super, piston gauche. Mais je ne sais pas du tout qui mettre à droite. Alors là, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Pour moi, il n'y a pas de piston droit. Ouais, Luis Enrique. C'est le seul truc possible, c'est Dimitrez qui nous le dit. Murillo ne sera pas remis pour jouer 90 minutes, et en tout cas pas pour débuter le match. Il pourrait peut-être faire 10 minutes si le besoin s'en fait sentir. Mais Luis Enrique, quoi. Donc, si tu me dis que Luis Enrique doit défendre sur David Neres, par exemple, c'est compliqué, non ? Donc je sais pas. Moi c'est le seul bémol. Sinon oui, j'aurais été d'accord avec cette idée, évidemment, qui semble un peu tomber sous le sens. Et moi, ce que je dis, c'est que ouais, ce sera Luis Enrique, système hybride comme contre Montpellier, avec Enrique à la place de Sarr. Voilà, je pense que c'est cette idée-là qu'il faut aller chercher. C'est soit la compo contre Villarreal avec un 4-2-2-2 qui était plutôt bien exécuté ce soir-là, avec une ligne de 4, une ligne de 2, une ligne avec Harit et Sarr. Harit plutôt axial, qui va un peu sur la gauche, mais plutôt axial, et Sarr vraiment collé à sa ligne, très asymétrique, avec NJ qui tourne autour d'Aubameyang. Mais est-ce que Luis Enrique est capable de jouer ce style-là ? Je ne sais pas. Donc effectivement, ça sera peut-être plus proche de ce qu'on avait vu contre Montpellier, avec un Luis Enrique qui fait un piston, mais pas très défensif, avec Mbemba qui vient couvrir. Je sais pas. On avait émis l'idée d'Iliman Ndiaye en piston, mais je suis pas convaincu non plus, Dimitrez. Voilà, donc on verra bien. On verra bien. En tout cas, on va suivre avec attention l'état de santé de Chancel Mbemba, parce que c'est une des clés. C'est-à-dire que si tu n'as pas Chancel Mbemba contre Benfica au coup d'envoi, on pourrait même ne plus être en vie après le jeudi soir qui arrive. Et l'objectif, c'est vraiment de rester en vie pour avoir un match retour au Vélodrome où on pourra mettre peut-être un peu plus de furia, un peu plus de cette patte qu'on avait vue chez Jean-Louis Gasset à ses débuts, pour pourquoi pas aller, comme certains le pensent, se faire étriller contre Liverpool au tour d'après. Ça sera une toute autre histoire. Déjà, vivons ces 2 semaines européennes où on va vivre 2 beaux matchs, 2 quarts de finale de Coupe d'Europe. Donc ça déjà, dans cette saison en bois qu'on est en train de traverser, être encore en quart de finale de Coupe d'Europe, ça reste une chance. Vivons-la à fond. Voilà, c'est tout ce qu'on va se souhaiter. À demain, bien sûr, vous le savez, pour l'OM au café avec Slim. Et vous retrouvez évidemment l'Olympique de Marseille dès jeudi pour 4 heures de direct sur le Phocéen, 20h minuit avec toute l'équipe. Et puis il y aura le talk vendredi, etc., etc. Je vous souhaite une belle journée sur le Phocéen. Merci à Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Ciao les amis.